Menace du coronavirus et confrontation des peurs. Le coronavirus, au moment où sont prononcées ces paroles, est une pandémie qui affecte le fonctionnement de toute l'humanité, les différents peuples sur la Terre. Donc, c'est une situation adverse qui a un impact collectif majeur, dans le sens qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont infectés, qui sont contagieux. Il y a des décès. Ensuite, il y a des fermetures d'entreprises. Il y a les chutes des indices boursiers. Donc, il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent présentement. Ensuite, il y a des gens qui sont confinés malgré eux chez eux. Il y a une situation de quarantaine non choisie par leur ego. Donc, présentement, la pandémie mondiale du coronavirus va ébranler de nombreux individus sur Terre en fonction de leur fonctionnement habituel, en fonction de leurs croyances aussi par rapport à leur existence. Comme par exemple, la personne qui croyait que à l'ère de la mondialisation, l'humanité pourrait continuer à fonctionner puis qu'il y a une croissance économique exponentielle, alors que présentement, il y a la chute au niveau boursier de beaucoup d'indices, SP500, Dow Jones, etc. Donc, il y a un effondrement de certaines valeurs, certaines formes auxquelles l'ego accordait de l'importance jusqu'à présent, auxquelles il est confronté, et aussi par rapport à la dimension inconnue de la nature de la crise. Donc, une crise qui est sans précédent. Donc, beaucoup de personnes n'étaient pas nécessairement là. Lorsqu'il y a eu la crise associée à la grippe espagnole en 1918, qui a été une crise qui a occasionné de nombreux décès. Et là, on vit présentement une crise majeure au sein de l'humanité. Une crise à différents niveaux. Il y a les décès objectifs associés au coronavirus, mais il y a simultanément avec les médias électroniques qu'il y a aujourd'hui et qu'il n'y avait pas dans le passé, le fait que de plus en plus d'informations sont relayées rapidement par rapport à la crise. Parce qu'il y a la propagation du virus qui est à un niveau biologique, mais au niveau psychique, comme les gens un peu partout dans le monde savent qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de la planète d'une manière presque instantanée, voire même instantanée dans certains cas, bien, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que la diffusion de la peur est multipliée par rapport à ce qui peut être véhiculé comme information. Donc, si par rapport à la crise, il y a des rumeurs, il y a des informations qui sont des fausses nouvelles, eh bien, ça apporte beaucoup d'impact. Donc, on parle d'ailleurs, puis ça, c'est pas spécifique à la crise présente, on va parler, par exemple, de vidéos qui sont virales sur Internet. Donc, on a ici des formes, que ce soit des contenus, hein, ça peut être un enregistrement audio, une vidéo, un film, etc., qui peut être viral, mais les informations sur le virus aussi peuvent être virales. Ils peuvent occasionner des ravages psychiques. Et toutes ces informations-là, au cœur d'une situation de pandémie mondiale, au moment où je parle, la situation n'est pas sous contrôle, ben, ça occasionne de la peur. Et ça va ébranler les collectivités, les individus, dans leur ego, dans leur orgueil, moindrement s'ils sont désajustés au réel. Parce que le chapeau ne peut être porté que par celui auquel il fait, dans le sens que si la personne est déjà en contact avec son esprit et est transparente dans son ego, est en contact avec le réel, mais à ce moment-là, ça n'aura pas le même impact, l'événement de la pandémie mondiale puis du coronavirus pour l'ébranler. Donc, si moindrement l'ego va faire reposer son sens d'identité sur des paramètres extérieurs à lui-même, auxquels il donne de l'autorité, de l'importance, et qu'il y a une défaillance de ces derniers, ben, à ce moment-là, il va souffrir. À ce moment-là, il va donner le droit à des événements extérieurs de perturber son état intérieur. Dans le sens que si, par exemple, quelqu'un fait reposer son identité sur le fait qu'il est actionnaire à la bourse, puis là, d'être confronté à des pertes importantes sur le plan boursier, avec la dévaluation de plusieurs titres au moment présent, ben, la personne va se sentir affectée dans son identité. Même chose pour quelqu'un qui se définit fondamentalement à travers son travail, puis il perd son emploi. Fait que là, ça crée une situation qui
peut le déstabiliser, peut le décentrer. Une autre personne, ça va être plus fondamental. Il va perdre un être cher. Par exemple, ça peut être sa grand-mère qui décède suite à l'épidémie. Puis une autre personne, fondamentalement, ça va être sa propre vie au niveau de sa santé personnelle qui peut être atteinte. Donc, si la personne contracte le coronavirus, va même mourir. Mais c'est sûr que tant que l'individu va donner de l'importance à des formes extérieures à lui, il est fragilisé comme l'humanité, qui là, on voit à quel point l'humanité est fragilisée par la crise qu'occasionne le coronavirus, dans le sens que ça occasionne d'autres crises à d'autres niveaux, dans le sens qu'il y a une crise économique qui est en train présentement de prendre place en lien avec cette crise-là. Il y a beaucoup de pertes d'emplois. Ensuite, il y a des modifications des règles sociales qui en témoignent de la crise dans le sens que, par exemple, les libertés individuelles sont restreintes. Si on pense à la situation du Canada où les gens ne peuvent pas se rassembler. À un moment donné, c'était une mesure qu'ils ne peuvent pas se rassembler à un endroit intérieur au-dessus de 250 personnes. Et là, c'est rendu que les gens ne peuvent pas se rassembler tout court. Donc, même pas pour aller à une fête d'amis là, avec une dizaine de personnes. Et cette crise-là occasionne l'arrivée, c'est sûr, de mesures draconiennes. Donc, tranquillement, il y a des sociétés occidentales qui vont prendre de plus en plus des mesures autoritaires qui sont plus présentes dans des régimes policiers. Donc là, on parle que, par exemple, la police de Montréal va encourager les gens à dénoncer, à devenir des délataires de tous ceux qui vont se réunir entre eux, alors qu'il y a à peine quelques jours, on aurait trouvé ça ridicule. Donc, la crise du coronavirus est en train de bombarder l'individu de pensée en relation avec des événements. En fait, c'est pas la crise qui bombarde, je vais corriger le tir, c'est l'astral ou c'est l'esprit qui vont bombarder la psyché d'individus en relation avec les événements pour, à ce moment-là, amener l'individu soit à vibrer émotivement. Si on pense à l'astral qui se nourrit des émotions, donc c'est sûr que si un individu reçoit la pensée à l'effet qu'il peut peut-être être malade, puis là, ça fait vibrer de la peur, il dilapide ses énergies vitales. Ça peut être la peur de perdre, c'est sûr, la santé, perdre sa vie, perdre son travail. Ensuite, perdre des gens qu'il aime parce qu'ils sont âgés. Donc, le coronavirus, présentement, est en train de confronter beaucoup d'êtres humains, sans qu'ils l'aient choisi, sans qu'ils l'aient voulu, aux peurs qui sont présents en eux depuis longtemps, mais qu'ils ne voulaient pas nécessairement voir. Et c'est sûr que la situation de huis clos, c'est-à-dire les gens se ramassent seuls en quarantaine, fait en sorte que les individus ne pouvant plus se réfugier par rapport à l'adhésion au collectif, donc les gens ne peuvent plus aller se détendre en allant voir un match de hockey, un match de football ou un match de basketball ou peu importe le sport, les gens qui sont confrontés à se retrouver seuls chez eux, sont confrontés à eux-mêmes. Et dans certains cas, c'est plein de peur qu'ils avaient déjà au fond d'eux-mêmes et qu'ils ne voulaient pas voir, qu'ils ne voulaient pas confronter en conscience. Autrement dit, la situation présente peut mettre en initiation des personnes, c'est-à-dire que des personnes, en étant confinées à un espace intérieur, leur résidence, malgré eux, sans qu'ils l'aient choisi en tant qu'égaux, sans qu'ils l'aient voulu, sont obligés d'être confrontés à qu'est-ce qui porte en eux, à qu'est-ce qui les habite psychiquement. Et ça, c'est un exercice intéressant qui peut être fait. Donc, c'est sûr que dans le passé, sur une base volontaire, il y a des gens, je pense entre autres à quelqu'un avec qui j'avais parlé, qui avait été faire une retraite spirituelle, c'est-à-dire passer plusieurs jours consécutifs à faire de la méditation, c'est-à-dire une méditation de type Vipassana. Et ça consiste à passer l'essentiel de la journée à observer c'est quoi les sensations corporelles au niveau du corps physique, la sensation des pieds sur le sol, des mains sur les genoux, etc. C'est quoi les sensations des émotions qui émergent en soi?
C'est quoi les pensées aussi qui émergent en soi, d'être présent à ça et d'observer. Et là, d'observer l'impact de la pensée sur les émotions, l'impact du contact physique avec les sensations, puis la pensée, ainsi de suite. Puis, d'être capable de prendre une distance par rapport à ça. Donc, il y a des gens qui vont faire des retraites fermées qu'on appelle. Donc, des gens qui vont passer plusieurs jours, soit à méditer ou avec des moines là, à être dans un état plus d'isolement, dans le calme, dans le silence. Et là, sans que les gens l'aient choisi massivement, ben, il y a plusieurs, en fait, une très grande quantité présentement d'êtres humains qui sont en arrêt, qui sont dans une situation de pause qui est propice à l'intériorisation. D'ailleurs, le terme intérieur, comme par exemple, on parle de l'intérieur d'un logement, à l'intérieur d'une maison, ben, ça fait penser au mot intériorisation. Donc, il y a des gens qui, malgré eux, sont confrontés à des événements qui font en sorte qu'ils sont amenés à s'intérioriser. Et la grande initiation que ces gens-là, auxquels ils sont confrontés, quand on parle d'initiation ici, c'est dans le sens de quelque chose que l'ego n'a pas décidé et qui lui arrive malgré lui. Parce que c'est sûr que si un ego, dans son fonctionnement habituel, ben, il est plutôt passif, d'aller lui passer 2 semaines à faire de la méditation, ça va être facile pour lui. Ce qui pourrait être une plus grande initiation, c'est qu'il lui serait imposé de connaître une discipline militaire où il devrait faire des exercices physiques intenses. Là, à ce moment-là, ça sortirait de sa zone de confort. Mais l'initiation ici, c'est ce qui sort des millions de personnes un peu partout sur Terre parce que c'est international avec la mondialisation. Des gens un peu partout sont confrontés au coronavirus qui est international. C'est sûr que si les gens se déplacent un peu partout, font des voyages, puis sont porteurs de virus, ben à ce moment-là, ça rend international extrêmement rapidement le virus pour qu'il puisse se diffuser un peu partout à l'échelle de la Terre. Donc, des gens un peu partout dans le monde sont confrontés à une situation qu'ils n'ont pas choisie, qui ne fait pas nécessairement leur affaire de leur ego, auxquels ils sont obligés de contenir du temps. Dans le sens qu'ils peuvent être en arrêt pendant 2 semaines, 3 semaines, tout dépendant. Puis une incertitude aussi à contenir. Puis là, ça peut faire vibrer beaucoup les gens à la peur, parce que là, après 2 semaines, par exemple, la personne qui prend 2 semaines de congé qu'elle avait accumulé, mais elle ne peut pas en prendre éternellement. Donc, est-ce qu'elle va perdre son travail? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que elle va par la suite avoir à se trouver un autre emploi? Est-ce que par la suite, dans les prochains jours, est-ce qu'elle va contracter le coronavirus si ça grandit de plus en plus l'épidémie? Donc, c'est au cœur de la crise que l'incertitude est grande et c'est là que les peurs surgissent. Et dans la crise présente, à différentes d'autres crises, ben, le fait que les gens se retrouvent à l'intérieur de chez eux, qui est une condition propice à l'intériorisation, les amène à être confrontés aux pensées qui sont en eux. Puis ça devient difficile de se divertir. Oui, quelqu'un peut passer du temps à regarder par exemple, des films sur son ordinateur, à jouer à des jeux vidéo, mais il y a des limites aussi à ça. Tandis que quand il y avait d'autres crises, si on pense, par exemple, à une crise pétrolière, bon, si le baril du pétrole augmente, c'est sûr qu'il va y avoir moins de gens qui vont faire des voyages un peu partout sur Terre, mais par contre, ces gens-là, ben, ils peuvent aller voir des amis, ils peuvent pratiquer certains sports. Donc, il y avait pas cette dimension-là d'intériorisation que amène la crise présente. Donc, c'était différent. Puis sinon, dans le passé, c'est sûr que l'humanité, il y a eu la crise, par exemple, si on pense au plan économique, de la bulle immobilière qui avait éclaté aux États-Unis, année 2007-2008, où, il y avait massivement des gens qui s'étaient fait prêter de l'argent qui n'étaient pas capables de rembourser. Donc, à ce moment-là, ils faisaient faillite et la valeur de la maison était dévaluée. Puis, il y a eu un effet domino parce que plein de monde se sont fait prêter de l'argent qui n'avait pas nécessairement la capacité de rembourser. Puis, derrière ça, c'était quoi le mécanisme? C'était l'ego et son avarice. Donc, il y a des gens qui voulaient tellement faire de l'argent qu'ils étaient prêts à prendre des risques qui manquaient de mesures. C'était pas des risques calculés. À prêter de l'argent, finalement, à des personnes qui n'avaient pas la capacité réelle de les rembourser. Mais comme les gens voulaient faire de l'argent, ils ont été de l'avant avec ça. Et ça a confronté des êtres humains à leurs failles en tant qu'égaux. Et collectivement,
crise du coronavirus nous confronte aux failles qu'on a collectivement. Par exemple, les lacunes en matière de gestion de crise de pandémie, dans le sens que la capacité de réagir rapidement. Donc, c'est sûr qu'il y a certains peuples qui ont réagi plus rapidement que d'autres, mais quand même, il va y avoir une meilleure gestion qui sera faite, qui devra être faite dans le futur pour, si l'être humain veut continuer à évoluer sur Terre en grande quantité, pour pas que ce type de situation-là se reproduise. C'est-à-dire, ça peut être d'améliorer les normes d'hygiène et de salubrité, augmenter aussi la vitesse où les gens vont être testés pour détecter si on ou non le coronavirus, puis que les tests soient accessibles en grande quantité. Puis dans l'avenir, c'est un autre virus, il faut qu'il y ait de plus en plus une plus grande réactivité des autorités médicales et sanitaires pour freiner la pandémie si l'être humain est appelé à faire une gestion plus efficace par rapport à ça. Donc, ça peut être un niveau, mais fondamentalement, l'objet de l'entretien d'aujourd'hui, c'est de faire l'étude du fait que la pandémie présente favorise l'émergence des craintes que l'individu pouvait porter depuis son enfance. Donc, quelqu'un qui a peur, par exemple, de mourir d'une maladie, c'est sûr que si la personne est occupée d'aller voir un match de hockey, aller au restaurant manger de la pizza ou aller au cinéma voir un film, la personne peut faire l'évitement de regarder en pleine face cette peur-là, elle peut la garder à distance, elle peut faire de la fuite dans des activités de loisirs, mais quand la personne elle se ramasse seule chez elle, ça devient de plus en plus difficile d'éviter ces choses-là. Puis la personne aussi, à travers l'expérience de cette retraite-là fermée, c'est pas une retraite spirituelle comme les gens qui vont aller joindre des moines là, pour passer plusieurs jours avec eux, ou méditer. Mais la nature de la retraite imposée à plusieurs personnes, c'est une occasion pour plusieurs personnes de voir en eux émerger différentes peurs. Et là, c'est la façon que la personne va composer avec les peurs qui va l'amener à passer ou non psychiquement à travers la crise individuelle et collective auquel elle est confrontée en lien avec le coronavirus. Crise collective, là, c'est sûr que les voyagements internationaux sont paralysés présentement là, pour beaucoup de pays. Ensuite, c'est une crise économique pour plusieurs pays avec des dévaluations, et ainsi de suite. Mais individuel aussi, dans le sens que l'individu qui n'a pas choisi de passer du temps seul, puis est confronté à faire ça, mais dans certains cas, ça peut mettre des égos en colère, ça peut les rendre tristes, ça peut les rendre dépressifs. Et c'est sûr que, à mesure qu'on va s'enliser dans la crise, tout dépendant combien de temps qu'elle va durer, puis comment qu'on va composer avec l'incertitude, ça va nous donner une mesure de notre stabilité en tant qu'égaux. Puis c'est quoi les failles qu'on a en tant qu'homme? Parce qu'une personne, dans la façon qu'elle va vivre la crise, ce qui va la faire beaucoup réfléchir, puis vivre de l'anxiété puis de l'angoisse, ça va être la peur ou non de retrouver l'emploi qu'elle avait une fois la crise terminée. La peur ou non de perdre son travail, c'est encore un emploi. Donc, si la dimension de travail l'habite beaucoup, ça va la travailler intérieurement. Une autre personne, ça va être plus au niveau de la santé. La peur de tomber malade, la peur de mourir si elle attrape le coronavirus, la peur que ses proches tombent malades aussi. Donc, il y a des peurs à différents niveaux qui peuvent être activées par de la pensée. Puis là, l'individu a soit qui vibre à la peur, puis il nourrit ça, puis pendant les 2-3 semaines, il fait de l'insomnie, puis il est dans un état d'enlisement émotionnel, de chevauchement par l'astral de plus en plus grand, de dépression. Puis, c'est sûr que par rapport à l'isolation, des personnes âgées qui étaient habituées d'être visitées régulièrement, eux autres... l'adversité auquel ils sont confrontés, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas voir autant comme avant des proches. Puis c'est sûr que s'il y a des gens qui étaient déjà très fragilisés, avancés en âge, qui connaissaient un déclin des capacités cognitives, de ne pas voir leurs membres de la famille les visiter, ils peuvent interpréter ça comme du rejet, puis ils ne comprendront pas nécessairement c'est quoi une pandémie, puis c'est quoi une crise. Donc,
À ce moment-là, ces personnes-là peuvent vivre un état d'enlisement dépressif et les gens de la famille ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller se présenter dans des résidences de personnes âgées. Donc, ça met dans une situation sous tension des personnes déjà fragilisées. Et c'est là qu'on va voir s'il y en a qui vont sombrer dans la dépression, vont avoir des idées suicidaires. Même chose pour les gens qui sont isolés, là, peu importe leur âge, en fait. Donc, ça va être une situation qui, malheureusement, confronte les personnes en fonction de leurs limitations, leurs failles, etc. Puis, ça fait voir aussi, à travers l'isolation, c'est quoi leur force de volonté? Est-ce que, par rapport à la crainte, à la peur qui peut émerger, est-ce que l'individu va se tenir debout puis va être capable de s'affirmer vibratoirement pour dire que sa psyché, c'est son lieu de déploiement en tant qu'être, c'est un lieu qu'il habite, c'est un lieu qu'il ne laisse pas le pouvoir à l'astral ou aux pensées qui cherchent à le niveler vers le bas, à saboter son niveau vibratoire d'entrée. Donc, est-ce que la personne va avoir la force de volonté d'habiter son territoire psychique pour pas qu'il y ait de la pénétration astrale, du chevauchement d'entités qui se fasse à son insu pour le dévitaliser de ses énergies vitales? Est-ce que la personne va avoir la capacité et l'autorité psychique d'être capable de confronter toute forme d'intrusion non voulue sur son territoire, de faire respecter son territoire mental? Ou au contraire, il va s'aplatir par rapport à des pensées qu'il enlise dans la mouvance de la tristesse, de la dépression. Puis après 3 mois, pas 3 mois, mais 3 semaines d'isolation, ne plus être reconnaissable par les membres de la famille, les amis, les collègues de travail, parce que sombrer dans un état d'enlisement dépressif. Donc, c'est sûr que l'isolation, c'est quelque chose qui peut faire surgir des peurs. Fait que c'est sûr que c'est différent de la personne qui devait passer 3 nuits et 3 jours dans une pyramide. Et là, soit que la personne sortait de là dans un état de dégradation psychique ou au contraire est stable dans le mental face à ça, puis elle a la stabilité pour, par la suite, dans le futur, ressortir avec le mental intact dans d'autres situations d'isolation moindre. Et là, on ne parle pas de 3 jours et 3 nuits dans une pyramide, mais passer 3, peut-être dans certains cas, 3 ou 2 semaines seul chez soi. Puis là, c'est de voir si la personne va être capable de ressortir de l'événement avec une stabilité plus grande qu'elle avait autrefois. Donc peut-être au début de l'événement ou de l'expérience, vibrer à de la peur, de la tristesse, puis avoir une force de volonté pour ramener en fait un état vibratoire tout le temps ajusté, tout le temps rehaussé, et être capable de pas se laisser posséder par les entités astrales qui peuvent chercher à faire intrusion en lui. Et à ce moment-là, être capable de regarder par rapport c'est où les entrées astrales chez soi, puis être capable de neutraliser à mesure pour établir un ordre psychique, une cohérence mentale qui fait que la personne reste dans un état de centricité. C'est sûr que la personne qui vit de la solitude sur des états peu variés, c'est un petit peu comme la bourse, hein, ça monte puis ça descend, mais la personne si elle est vigilante, puis elle cherche à se maintenir dans un état de santé psychique, la possibilité de confronter ses craintes, puis éventuellement de les surmonter. Puis il faut que la volonté de la personne soit plus grande que celle de l'entité qui cherche à lui acheminer des pensées qui évoquent en elle la crainte. Donc, autrement dit, il faut que la personne ait un taux vibratoire de tout ce qui peut la dégrader psychiquement pour rester cohérent sur le plan mental. Et ça, c'est un défi, surtout dans la solitude, parce que quand la personne voit des amis à un restaurant, bon, ben, ça va faire plaisir, par exemple, à son âme, elle va parler avec eux de la pluie et du beau temps, donc ça va échanger des idées, puis elle va se sentir supportée par le collectif, tandis que si la personne se ramasse toute seule chez elle, avec l'impossibilité de rencontrer des gens en groupe parce que interdit par les autorités, ben, il faut qu'elle se supporte elle-même, il faut qu'elle ait la volonté individuellement, dans une situation de réclusion qu'elle n'a pas choisi de se supporter elle-même, puis de passer à travers l'événement avec un mental intact, un mental imperturbable par la pensée astrale
qui peut chercher à entrer en elle par différents moyens. Ça peut être d'écouter la télévision ou des documentaires là, sur Internet ou écouter des vidéos là, sur YouTube là, par rapport au coronavirus, puis la menace, puis il y a des gens qui vont amener des idées de complot qui vont faire peur au monde, là, que le coronavirus aurait été créé en laboratoire pour ensuite être un problème pour qu'il y ait une réaction puis une solution, c'est-à-dire que les gens à l'international sur la Terre veulent se faire massivement vacciner sous l'impulsion de la peur que ça occasionne. Parce qu'habituellement, quand il y a une campagne de vaccination dans les pays occidentaux, c'est sur une base volontaire. Il y a des gens qui prennent ça au sérieux, d'autres pas au sérieux, mais c'est pas tout le monde qui habituellement va se faire vacciner. Par contre, à cause de la menace du coronavirus qui est relayée par les médias et les réseaux sociaux, probablement que s'ils développent un vaccin dans les prochains mois, il va y avoir massivement des gens qui vont se garrocher devant les autorités pour mettez-moi le vaccin dans les veines, puis ça presse, puis il y a des gens qui vont vouloir payer des fortunes, puis ils vont tellement avoir peur qu'ils vont se mettre à genoux pour se faire enfoncer des aiguilles à travers le corps pour se faire vacciner. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont voir à travers le phénomène du coronavirus la possibilité par la suite qu'il y ait des vaccinations monstres à des fins d'élimination de la population mondiale avec certains agents dans le vaccin ou l'implantation d'une puce sous-cutanée ou différentes mesures. Là. Puis là, les gens, le mental, ça peut tourner. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ah, il va y avoir telle situation qui va arriver en lien avec les prochaines épidémies, puis il va y avoir ci, il va y avoir ça. » Mais il ne faut pas être dans la réflexion. Parce que sans ça, on est piégé. Il faut être capable d'en laisser maintenant puis composer jour à jour avec l'événement. Sans se laisser déstabiliser par la pensée, la crainte, l'anticipation de crainte, donc l'anxiété d'anticipation naturellement. Mais ça, c'est un tour de force pour beaucoup de personnes. C'est sûr que si une personne se sent déstabilisée, ben, elle peut écouter un enregistrement supramental. Il y a Bernard de Montréal qui a fait de très beaux enregistrements pour être en contact avec sa vibration. Ça peut favoriser la centricité. Il y a également Marc Delassalle qui a fait de très bons enregistrements. Puis il y en a d'autres aussi. Donc, c'est sûr que si la personne est capable de généraliser par elle-même un état psychique de centricité, c'est intéressant. Si elle n'est pas capable de le faire, mais est capable d'intercepter quelqu'un d'autre qui génère un état comme ça, puis elle est capable d'écouter les enregistrements, puis ça lui donne un support psychique temporaire, ben, ça peut avoir une utilité. Mais c'est sûr qu'éventuellement, la personne va être amenée à développer elle-même sa stabilité psychique parce que c'est confrontée à de la peur journalière de jour après jour, ben, elle va dépérir sans ça. C'est son intégrité psychique qui est menacée. Puis il y a peut-être des personnes âgées qui sont en résidence, puis comme ils n'auront pas la visite de leurs proches, ils vont interpréter ça comme un rejet, puis un rejet pendant une semaine, deux, puis à un moment donné, ces gens-là vont s'enliser dans un état de dépression où ils vont connaître une situation psychique de plus en plus chargée émotivement parce qu'ils vont réfléchir l'événement. Mais ça, c'est sûr que plus que les gens avancent en âge, souvent c'est plus difficile de s'adapter. Les gens ont moins d'énergie, puis n'ont pas nécessairement reçu l'instruction supramentale, puis ne sont pas nécessairement conscients des enjeux occultes par rapport à l'événement. Sinon, ben c'est sûr qu'au niveau psychologique, il existe présentement des choses, comme par exemple le Doc Mayou qui fait une émission ici au Québec. C'est drôle parce que quand que je prononce le Doc Mayou, il y a beaucoup de gens à l'international qui comprennent pas nécessairement ce que je dis. Fait que là, je vais l'appeler comme il faut, là, parce que plusieurs personnes qui m'avaient écrit dans le passé, c'est comment il s'appelle le Doc Mayou? Il y a au-dessus d'une centaine de vidéos sur YouTube. Donc, je vais le dire tranquillement. Doc, D-O-C, point, Mayou. M comme maman, A comme abeille, I pour identité, L comme lion, L comme lion, O comme orage, U comme un mot qui commence par U. Hey, j'en trouve pas comme ça spontanément. U. Ben, la lettre U. J'en trouve pas, c'est drôle.
Parce que là, c'est ça, c'est intéressant parce que là, moi, en tant que jeu qui se réfléchit, il faut que je lâche prise, hein? Ça me coupe le U comme urbain. Ah, urbain. O-U-X comme xylophone. X, ouais. C'est pas pire. Fait que là, je l'ai appelé comme faux Mayou. Vous tapez doc.mayou. Sur YouTube, vous allez avoir plein de vidéos. Et c'est un psychiatre, le Doc Mayou, québécois, naturellement, qui va, à travers ses enregistrements, parce qu'au-dessus d'une centaine d'émissions, il va discuter avec des gens. Et pourquoi que j'applaudis son travail aujourd'hui? Parce que en temps de crise, il a passé l'âge de la retraite, bien sûr, il y a plus que 70 ans, il anime de chez lui. L'âge de retraite étant de 65 ans ici au Québec. Donc, je me trompe pas, il y a 71 ans. Puis, pendant la période de crise, ben c'est ça, il va discuter avec des gens pour savoir comment ils composent avec la crise. Puis, en plus d'être psychiatre puis donner de la médication, il est aussi psychanalyste. Il fait de la consultation à 300 $ de l'heure. Puis, il amène les gens à faire de l'introspection. Ce temps-ci, je l'écoute une fois de temps en temps. Puis c'est sûr que lui est très stable au niveau psychique. Il va écouter quelqu'un et puis la personne, elle peut se mettre à pleurer, elle peut se mettre à crier, elle peut se mettre en colère, mais il ne sera pas décentré par elle. Et c'est ce que j'admire chez lui. Pourquoi? Ben parce qu'à quelque part, j'ai développé ça moi aussi. C'est-à-dire être capable de pas me laisser décentrer par les discussions qu'on peut avoir avec des gens, mais à travers son attitude de stabilité psychique, qui véhicule, là, il ne va pas parler de conscience supramentale, il va utiliser des concepts psychologiques, que ce soit la résilience, d'autres aussi, mais la vibration qu'il véhicule est une vibration de stabilité pour être capable de discuter avec des gens ou les accompagner dans une situation qui est extrêmement déstabilisante pour les gens qui sont déjà fragilisés, avec des troubles anxieux, avec différentes problématiques en relation avec des problèmes de santé mentale, naturellement. Donc, je trouve ça intéressant qu'il continue à faire l'émission en dépit de la crise. Et puis, c'est sûr que moi, à mon niveau, je continue à faire des enregistrements, même si la crise du coronavirus. Je ne donne pas le pouvoir au coronavirus de m'empêcher de faire des enregistrements sur Internet. Je passerai pas quand même mes journées à être mort de peur, enroulé sous mes oreillers dans mon lit, là. Non, je ferai pas nécessairement des émissions à tous les jours quand même, là. Mais je vais en faire quand que je veux en faire. Puis l'important, c'est d'être libre de la forme, parce que fondamentalement, le coronavirus, c'est quoi? C'est une forme. Donc, il y a la forme biologique, le virus au sens littéral, mais il y a le coronavirus psychique aussi. C'est-à-dire la pensée de la menace du virus. Puis, c'est sûr qu'en tant qu'égo, je m'étudie. La situation que je connais présentement m'amène à m'étudier. Est-ce que je vibre à la peur, par exemple, quand que je vois à l'épicerie? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que je vibre à la peur si, par exemple, j'apprends certaines nouvelles? Donc, il y a de plus en plus ici au Québec là, des décrets qui font en sorte que nos libertés individuelles sont restreintes. Et c'est sûr qu'il y en a qui vont crier à la possibilité de l'émergence d'un gouvernement policier qui s'installerait progressivement à mesure que les décrets sont présents. Puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui voient une menace aux libertés individuelles là-dedans. Donc, c'est sûr que je regarde comment que je compose avec ça. Puis c'est sûr qu'en tant qu'ego, fondamentalement, en tant que je, c'est être capable d'être stable vibratoirement. Peu importe la tournure des événements. Parce que si je donne le droit à la menace du coronavirus qui est véhiculé à travers les médias, la menace aussi au niveau, par exemple, de mes déplacements dans des lieux publics, la menace à différents niveaux de me décentrer, ben à ce moment-là, mon niveau de stabilité psychique est faible. C'est ça que j'étudie. J'étudie mon rapport à la peur de la mort, fondamentalement. Puis, dans le fond, moi, c'est sûr qu'en tant qu'égo, ma volonté, c'est d'être stable psychiquement, puis de ne pas laisser le pouvoir à la crise présente de m'ébranler, parce que sans ça, ça m'enlève de la réalité. En fait, oui, le contact avec la réalité que je peux percevoir. Parce que quand on est sous la peur, on est déconnecté du réel, parce qu'il y a une interférence en nous qui
va brouiller, va masquer, va voiler notre perception. Puis c'est sûr que mon objectif, c'est d'être vibré à l'unisson avec l'esprit qui m'habite. Parce que l'esprit fonctionne par-delà la peur, n'étant pas sur le plan matériel. Puis pour fonctionner par-delà la peur, il faut être au-delà de la forme, mais c'est pas à portée de tout le monde, parce que tant que l'ego donne le pouvoir aux événements extérieurs à lui, à le faire vibrer émotivement, à le faire réagir, à le décentrer, ben à ce moment-là, l'ego vit une réactivité émotionnelle qui fait en sorte qu'à quelque part, il se fait imposer un état intérieur en fonction de l'extérieur, de son environnement. Tandis que l'ego qui est centrique, qui est entré et s'est doté d'une identité qui est réelle, il n'est pas déstabilisable par l'environnement. Que la bourse augmente, que la bourse baisse, il est stable psychiquement. Qu'il apprenne qu'il y ait 10 morts demain ou qu'il y en ait 200 000, il est stable psychiquement. Qu'il apprenne qu'il y ait un paquet de pertes d'emploi ou un paquet de pertes financières sur la bourse, puis qu'il y a une grande baisse de son fonds de pension, s'il y en a un ou non, ben, peu importe ce qu'il apprenne, il ne donnera pas le pouvoir à l'extérieur de le déstabiliser. C'est sûr qu'il peut avoir à s'adapter aux événements. Donc, l'ego qui est conscient, il ne cherchera pas à perturber la paix sociale, surtout sur la stabilité psychique de contenir des énergies que les autres dans son environnement n'ont pas. Donc, il va plus être un facteur de stabilité pour une civilisation. Donc, c'est sûr qu'en situation de crise, un ego qui est stable peut, dans certains cas, avoir à diffuser une vibration dans le monde pour favoriser la stabilité des gens, pour être un facteur de modèle d'autorité psychique, un modèle de centricité. Mais ça, c'est temporaire, parce que l'ego qui est conscient, il ne cherche pas à devenir un super-héros non plus, là. Il ne cherche pas à être une vedette. En fait, c'est intéressant parce qu'à force de le parler, ça s'ajuste. L'ego a à être lui-même, mais il ne cherche pas à se donner un ego puis qui vit une inflation spirituelle de sa valeur ou une réflexion qui fait en sorte qu'il se sent comme un maître spirituel. L'ego qui est conscient, il est ce qu'il est, mais il cherche pas à être un maître spirituel. Donc, ça, c'est un aspect important à prendre en considération. Puis c'est sûr que pendant que je vous parle en tant qu'ego, il y a des moments que la crise du coronavirus, je suis transparent avec vous, ça m'a fait vibrer un peu de la peur. Puis là, je m'observe aller. Je vais dire, OK, c'est tel élément qui déstabilise, donc ça m'éduque sur mes failles. Fait que c'est extrêmement intéressant parce que en situation de confort puis de paix sociale, parce que je suis au Québec, on s'entend, c'est un endroit dans le monde relativement paisible, ça m'expose pas à certaines failles de moi-même. Donc, la crise présente du coronavirus me donne l'opportunité de prendre contact avec les peurs qui sont là, à l'intérieur de moi, que je voyais pas, puis de ramener à la figure certaines failles que j'ai étudiées. Donc, c'est sûr que si le fait qu'on m'annonce qu'il y a de plus en plus de personnes infectées, puis par la suite qu'il y a de plus en plus de manières restreignantes, ça m'amène à vibrer émotivement. Les gens infectés, ça m'amène à avoir la peur d'être infecté moi aussi parce que ça augmente. Puis je me réfléchis là-dedans. Ben là, je suis astralisé. Ensuite, si les mesures restreignantes m'amènent à vibrer une forme de colère en tant qu'ego parce que ça va à l'encontre de mon désir, alors que si je regarde intérieurement, ça va pas nécessairement en colère, en opposition dans certains cas avec des besoins. Mais là, j'observe que c'est pas nécessairement problématique à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que ça m'amène à me réajuster, puis de regarder où est-ce que j'en suis dans mon rapport aux peurs. Puis c'est sûr que la peur fondamentale, puis ça c'est vrai par rapport à chaque individu, c'est souvent la peur de la mort. Pourquoi? Parce que pour l'ego, la mort, c'est la fin de sa condition. La fin d'une condition donnée, ben ça occasionne de la crainte parce que l'inconnu, qu'est-ce qui va arriver après ou quelles sont les circonstances aussi du décès? Est-ce qu'il va y avoir de la souffrance? Il n'y aura pas de souffrance? Donc, c'est sûr qu'il y a cet élément-là auquel je peux être confronté, puis la plupart des êtres humains vont être confrontés tôt ou tard. Et c'est sûr que collectivement, il y a plusieurs personnes qui vont être confrontées à ces événements-là par rapport à l'époque présente, en ce début d'année 2020, où la pandémie amène à connaître un état de quarantaine qui peut
cet état de confinement-là sur le plan biologique en relation avec le coronavirus, paradoxalement, faire en sorte que certaines personnes sortent de leur état de quarantaine psychique, c'est-à-dire vivent un état de fusion. Autrement dit, être confronté à une situation de quarantaine physique où les gens ne peuvent pas sortir chez eux pour éviter la diffusion de la pandémie, de répandre ça au collectif, puis simultanément s'intérioriser à un point tel que le contact avec l'esprit s'installe en eux et que ces personnes-là sortent d'une quarantaine et d'une mécanicité qu'ils vivaient avant la crise du coronavirus. Donc, c'est sûr qu'il y a l'avant et l'après. Donc, il y a l'an 1 avant celle du coronavirus, puis l'an 1 après. Dans certains cas, le travail de mutation intérieure va s'opérer au sein de certains individus qui sont marqués pour ça. Là. C'est pas tout le monde, là, c'est pas les millions de personnes qui sont en quarantaine présentement qui vont toutes devenir des gens conscients par la suite puis qui vont avoir intégré ça. Non, il y en a un certain pourcentage qui peuvent parvenir à un niveau de conscience plus grand, un autre pourcentage qui vont peut-être sombrer dans des problèmes d'alcoolisme. Les gens qui passent leur journée tout ça chez eux s'ennuient dans certains cas parce qu'ils se réfléchissent, ils sont pas en contact avec l'esprit, ils sont pas créatifs, ils n'ont pas la stabilité psychique pour supporter la vibration, ils n'ont pas la capacité de contester les pensées qui les amènent à vouloir boire puis faire de l'évitement par rapport à la situation dans certains cas. Je dis pas parce que les gens boivent de l'alcool qu'ils sont nécessairement tous dans l'évitement, là, c'est sûr qu'il faut mettre des nuances par rapport à ça. Mais bon, bref, il y a des gens qui vont sortir avec des problèmes d'alcoolisme, de consommation de marijuana, consommation de drogue, parce qu'ils ne sont pas capables de contenir l'isolement. Il y en a d'autres qui vont peut-être tomber dans l'enlisement dépressif. Ils ne sont pas capables de retourner sur le marché du travail dans les semaines, voire les mois qui vont suivre la crise du coronavirus, parce que il va falloir qu'ils se refassent une stabilité psychique, tranquillement, se remettent à avoir des gens, se remettre en action. Il y a des gens qui peuvent en venir à commettre des crimes. Dans le sens qu'ils sont tellement frustrés de la situation de confinement intérieur, puis ont tellement la difficulté à compter des énergies qu'ils vont devenir agressifs, vont frapper d'autres personnes. Il y en a certaines qui peuvent aussi retourner l'agressivité contre eux puis en venir à se suicider. Donc, il peut y avoir plusieurs événements ou situations en relation avec la période de confinement. Il y en a peut-être même qui vont arriver à un point d'intériorisation tellement grand après la crise du coronavirus, qui vont modifier le mode de vie qu'ils avaient jusqu'alors avant. C'est une modification en profondeur, pas en surface, dans le sens que il y a des gens qui vont modifier d'une manière définitive après la crise leur rapport à la réalité. Il y en a qui peuvent changer leur rapport au travail, leur rapport aux amis, etc. Il y en a qui peuvent avoir profité de la période d'introspection pour redéfinir leur rapport fondamental au collectif, et ainsi de suite, le rapport au temps, à l'espace. Donc, c'est sûr que le confinement, l'intériorisation, peut amener certaines personnes à se sentir reclus, comme un peu les prisonniers qui se ramassent à aller au trou, qui est un endroit sans lumière, où c'est un lieu très petits auxquels ils sont confinés. Et c'est sûr que dans certains cas, il y a des gens qui vont faire des prises de conscience, ils vont s'arrêter. L'ego va voir plus clair dans son fonctionnement, d'autres non, ça dépend. Ça dépend des gens. Donc, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont émerger dans l'après-crise du coronavirus. Parce que pour moi, il est clair que la crise du coronavirus, c'est temporaire, là. C'est pas la fin de l'humanité, là. Parce que éventuellement, il y aura des êtres humains nouveaux qui vont se reconstruire plus fort après la crise. Ils vont monter en volonté, en intelligence, en discernement. Ils vont s'en ressortir renforcés malgré eux. Et ces gens-là vont pouvoir comprendre des choses par la suite qu'ils ne pouvaient pas comprendre avant la crise. Parce que cette crise-là aura été, dans certains cas, un tremplin évolutif pour aller plus loin par rapport à certaines choses qu'ils avaient à intégrer dans un cadre d'intériorisation qui, d'une manière volontaire, n'auraient pas choisi, mais comme c'était nécessaire, dans certains cas, ça leur a été imposé par la vie, par l'existence, par leur programmation d'âme, voire par leur programmation d'esprit, en vue de les amener à évoluer plus loin. Et c'est sûr que l'esprit est créatif. L'esprit sert des événements. Donc d'ailleurs, il y a un adage qui existe, je ne l'ai pas inventé, qui dit « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Et c'est sûr que
Il peut y avoir présentement des esprits qui se servent de l'événement de la crise du coronavirus pour amener leur contrepartie terrestre à atteindre un seuil plus grand d'intériorisation qui va faire qu'ils vont être en contact plus avec eux. Donc, qu'il y ait des êtres humains qui soient davantage reliés à l'intérieur d'eux, leur dimension psychique, dans un contexte de privation. D'ailleurs, il existe, ça c'est pas sorcier, des gens qui, par exemple, à travers la privation sensorielle, vont par la suite développer des capacités psychiques. Donc, c'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui ferme ses yeux, qui est privé par la suite d'entendre des choses, qui est très intériorisé, va peut-être percevoir davantage. D'ailleurs, il y a des expériences avec des médiums là, en lien avec la télépathie, en lien avec la privation sensorielle. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est confiné à l'intérieur, puis surtout si la personne vit seule, ben, elle va être plus exposée à avoir des visions, à être attentive, par exemple, à ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Donc, il y a peut-être une plus grande acuité de perception psychique extrasensorielle qui va s'installer au sein de certaines personnes à la suite de la crise. Et peut-être que ces gens-là vont s'intéresser à la conscience supramentale ou, dans un premier temps, à la conscience spirituelle pour essayer de comprendre qu'est-ce qui existe au-delà de la matière pour approfondir leur intériorité davantage s'ils en ont eu la piqûre, qu'ils en ont eu le goût à travers cette expérience-là d'aller plus loin. Ça dépend. Mais c'est des gens qui sont confrontés à quelque chose, puis finalement, ils se rendent compte que ça les intéresse. Dans le sens que, par exemple, quelqu'un est amené à aller voir un match de football par un ami. Au début, il va pour faire plaisir, puis finalement, il se rend compte qu'il aime ça, puis il va par lui-même, par la suite, assister à des matchs de football. Donc, il y a une évaluation du rapport à quelque chose. Tu sais, ça peut être, par exemple, et ça peut être à ce niveau-là aussi par rapport à l'intériorisation, puis le rapport à l'intériorisation. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va ressortir de cette crise-là. Mais l'important en termes de jeu, en tant que moi, en tant qu'ego, c'est ce que je fais l'étude, c'est depuis le début de la crise, comment que je me sens, présentement, comment que je me sens, où je me comporte dans le rapport à la pensée, puis je regarde c'est quoi mes failles, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ajuster par rapport à ça, puis souvent c'est très simple. Puis j'ai fait plein d'enregistrements là-dessus, c'est d'être capable d'être libre de la forme. Parce que si, par exemple, je réfléchis une forme, donc, est-ce que, par exemple, je vais l'attraper ou non, le coronavirus, puis je vais bien avoir peur, ça m'insécurise. Puis que je passe 10 ans ou 20 ans de réfléchir ou non, ça ne change rien à la condition. Dans le sens que de réfléchir quelque chose n'empêche pas nécessairement à l'événement d'arriver. Dans le sens que quelqu'un peut réfléchir pendant des années de temps à la possibilité qu'il peut avoir un accident d'automobile, puis ça ne le dispense pas d'avoir l'accident d'automobile pour autant, là, nécessairement. Là, ça ne le prévaut pas de ça. C'est sûr que la personne, si elle a un comportement à risque, puis elle le sait, ben c'est sûr que c'est elle qui participe à ça, mais si la personne a fait ce qu'elle a à faire, puis elle est capable de fonctionner sans réfléchir, ben, elle garde sa stabilité psychique, elle garde ses énergies pour être capable de se mobiliser dans sa vie créativement. C'est sûr, moi, en tant qu'ego, ma priorité, en vivant seul en logement, ben, c'est de gérer la vie de logement comme s'il n'y avait pas... sans nier l'existence de la crise, naturellement, mais pas me laisser déstabiliser, d'arrêter de nourrir mon chat ou d'arrêter de faire le ménage chez moi puis de laver mes serviettes et mes linges à vaisselle. Non, je continue à faire ce que j'ai à faire. Donc, je vais m'occuper de mon chat, je vais faire du ménage chez moi, je vais continuer à m'alimenter, je vais continuer aussi à bouger physiquement, conserver ma forme physique, puis aussi je vais continuer à parler, parce que ça fait partie d'entretenir ma stabilité psychique, parce qu'à travers la parole, ça m'amène à me définir, puis ça m'amène à m'exposer, puis à véhiculer une vibration aussi. Fait que je participe de ce qui me permet d'être cohérent puis rester en santé. Je ne laisserai pas la peur de la maladie m'empêcher de fonctionner là, dans mon quotidien. Parce que sans ça, ça serait une démission psychologique que je ferais au profit de l'astral puis à la soumission à l'astral. Ici, l'astral, fondamentalement, je la sous-entends à travers le phénomène de la peur qui est véhiculée par la pensée. Parce que les entités astrales se nourrissent des émotions humaines, comme par exemple la peur qui peut être générée par certaines pensées pour faire une forme de parasitage psychique. Puis c'est à moi de dire non.
que je me laisserai pas dominer par la peur, posséder par cet état énergétique qui est dévitalisant, qui nivelle vers le bas. Donc ça, c'est au niveau individuel ce que j'ai à faire. Et là, je vais regarder qu'est-ce que les gens vont faire aussi individuellement sur le plan collectif. Donc, c'est un phénomène d'étude intéressant. Donc, là-dessus, j'ai assez parlé pour l'instant. Je vous dis à bientôt avec une salutation particulière à toutes les personnes qui m'écoutent présentement, qui se retrouvent malgré eux, sans l'avoir choisi, sans l'avoir désiré en tant qu'égaux, dans une situation de confinement, une situation d'isolement, que ce soit parce que des gens qui font du télétravail, que des gens qui sont obligés de rester chez eux suite à un voyage auquel ils sont de retour, ou même les gens âgés de 70 ans et plus qui sont invités ici au Québec à ne pas sortir de leur domicile. Donc, voilà. Bye bye.